à tous sur ce deuxième webinaire consacré à la présentation donc, des contrats chaleur renouvelables. Nous avions un premier webinaire qui avait le même contenu à quelques marges près. Je vous invite peut-être à couper vos micros, s'il vous plaît. Qui avait lieu donc le 13, mardi 13 juin dernier, avec une petite trentaine de participants. Et là, aujourd'hui, donc ce premier webinaire porté par le pilote Rion, Limagne et Volcan. Celui de ce jour est porté par Territoire d'énergie du Puy-de-Dôme et nous aurons un troisième webinaire qui se tiendra le 19 juin prochain, piloté par la métropole clermontoise. Bienvenue à tous et à toutes, donc une quarantaine de personnes comme je disais. Quarantaine de personnes, parmi lesquelles majoritairement des élus des services de communes, d'intercommunalité et de territoire, mais aussi quelques bureaux d'études fluides qui se sont inscrits, bienvenue à eux, ainsi que quelques consulaires. On aurait souhaité un petit peu plus d'entreprises, puisque les entreprises ou les acteurs économiques du territoire sont aussi éligibles à ce dispositif, mais ça sera l'occasion nous sera sûrement donnée de pouvoir organiser une rencontre avec ceux-ci pour pouvoir nous présenter le dispositif. Donc, c'est une session qui est ouverte à tout un chacun. Je vous préviens simplement, cette session est enregistrée et elle sera mise en ligne sur le site internet de TE63 et celui de la DUM. Sur la structuration de la présentation, je ferai un bref rappel de ce que sont les contrats chaleur renouvelable. Je céderai la parole à Rémi Chabriat, premier vice-président de territoire d'énergie du Puy-de-Dôme, puis Clara Millet, chargée de financement TE, transition énergétique à TE63 et Pierre Besson prendront la relève pour entrer dans le détail du dispositif de contrat chaleur renouvelable. Alors, TESACO, ce contrat chaleur renouvelable, antérieurement, ça s'appelait COT, contrat d'objectif territorial. Maintenant, l'appellation est devenue CCR, contrat chaleur renouvelable. C'est un dispositif qui a été mis en place par l'ADEME sur la base d'un gros fonds financier à l'échelle nationale qui s'appelle le Fonds chaleur doté de plus de 520 millions d'euros pour financer de la chaleur renouvelable. Alors, la chaleur renouvelable, c'est quoi? C'est de la chaleur d'origine de ressources renouvelables, ça peut être du bois énergie, ça peut être du solaire thermique, ça peut être de la géothermie de surface, sur sonde ou sur nappe, et puis des réseaux de chaleur associés en création, en extension, en densification, comme spécifié ici. Et donc l'ADEME a souhaité contractualiser avec des territoires, des échelons EPCI, l'association de plusieurs intercommunalités ou des territoires d'énergie comme TE63, avec l'idée de fixer un objectif en matière de production de chaleur renouvelable à certaines échéances, 3 ans, voire 6 ans, en dotant ces territoires-là d'une enveloppe budgétaire permettant de financer des aides à la décision, des études de faisabilité, mais aussi des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ainsi bien évidemment que des investissements. On verra tout ça tout à l'heure en termes de subventions. Donc l'objectif, c'est bien de stimuler localement de l'intérêt pour la chaleur renouvelable, en sachant par exemple que le fuel est proscrit d'ores et déjà en neuf ou en construction, et donc c'est l'occasion de pouvoir accéder à des subventions pour pouvoir recourir à cette chaleur renouvelable. Alors les publics éligibles, je l'évoquais tout à l'heure, pour faire rapide, c'est tous ceux qui ont un numéro de SIRET. Donc, en sont exclus, bien évidemment, les particuliers. Donc, on pense bien évidemment aux collectivités. Vous êtes majoritairement représentés ce jour, mais aussi des acteurs économiques, des entreprises, des commerçants, des bailleurs sociaux, des universités, des centres hospitaliers, des établissements de santé type EHPAD et autres. Tout le monde peut accéder à ces dispositifs-là. Dispositifs financiers, mais aussi des dispositifs d'accompagnement, on le verra tout à l'heure. Et chose importante, ce sont sur des bâtiments neufs ou existants. Les deux sont possibles. Diapositive suivante. Alors, tout à l'heure, je l'évoquais, premier engagé Clermont-Auvergne Métropole depuis 2018, Rion, Limagne et Volcan
en 2021, me semble-t-il, et puis plus récemment, en mars 2023, TE63, avec un dispositif chacun qui permet d'avoir une couverture totale du département du Puy-de-Dôme, ce qui est une chose très bien. Ça permet à tout un chacun, et vous représentez différents territoires, de pouvoir accéder à ces dispositifs d'aide. Voilà, brièvement. Rémi. Oui, donc rebonjour à tout le monde. Alors, ici, oui, avec plusieurs casquettes en fait. Les plus évidentes, donc en tant que premier vice-président du territoire d'énergie, qui est heureux de vous accueillir aujourd'hui et de s'engager dans cette démarche qui va nous être appelée rapidement par Sébastien. Également en tant que président de la DUM, qui est associé avec le territoire d'énergie dans la mise en œuvre de ce contrat chaleur renouvelable, dans une logique qui est vraiment une logique de recherche de complémentarité et d'efficacité maximale des interventions des différents acteurs de notre territoire, dans un domaine sur lequel, comme sur beaucoup d'autres, il y a suffisamment de travail pour tout le monde et il faut surtout éviter de gaspiller des énergies, l'enjeu étant justement d'en faire le meilleur usage, etc., etc. Après, peut-être un tout petit... alors, une raison moins évidente ou un poil plus tardive, c'est que je suis, donc, comme beaucoup le savent, retraité de l'ADEME, où j'ai, pendant un certain nombre d'années, présidé aux destinées de ce que nous a présenté Sébastien, à savoir le fonds chaleur, et le rappeler peut-être trois choses. Un, la chaleur, c'est 50% de l'énergie consommée dans ce pays. Donc le sujet de comment on maîtrise nos consommations de chaleur et de comment on travaille comme partout dans une logique de politique énergétique performante, c'est-à-dire travailler sur la sobriété, puis sur l'efficacité, puis sur la substitution et le développement des renouvelables, voilà, la chaleur, c'est le premier poste sur lequel on doit travailler, quoi. C'est notre premier poste de consommation. La deuxième chose, c'est que du coup, dans cet état d'esprit, l'État a mis en place en 2009, c'était après le Grenelle de l'environnement, un gros outil qui s'appelait le Fonds Chaleur et qui était destiné, alors Sébastien l'évoquait, il a pendant longtemps été à 200 millions d'euros par an, quelque chose comme ça. Il est passé à plus de 500 millions d'euros depuis une paire d'années. Vraiment dans l'idée, accompagner financièrement les investissements des collectivités et des acteurs économiques pour voilà, passer à la chaleur renouvelable, développer, on disait, du solaire, de la biomasse, de la géothermie, la chaleur renouvelable et de récupération. N'oublions pas qu'on peut aussi récupérer de la chaleur sur des procédés industriels. Un magnifique exemple dans le Puy-de-Dôme, c'est le réseau de chaleur qui a été mis en place à Issoire ces derniers mois et qui récupère l'énergie de Constellium. On récupère de l'énergie sur des data centers, voilà. Donc, le fonds de chaleur, c'était fait pour financer ça, mais clairement, dans une logique d'un peu de massification, il avait été dimensionné pour financer des gros projets, des moyens gros projets, plus de 100 TEP, donc plus d'un gigawattheure, et ce qui laissait de côté finalement plein de choses qui peuvent se déployer dans nos territoires ruraux et même sur des équipements plus modestes de grandes villes, comme Clermont ou ailleurs. À l'époque, on se disait, bon, le fonds de chaleur va financer les gros équipements, et les petits pourront continuer à être financés dans le cas des contrats qui existent entre l'ADEME, les régions, etc. Ces crédits ordinaires s'étant furieusement contractés, les régions ayant pour certaines arrêté, pour d'autres continué, pour certaines arrêté, etc., de financer ces choses-là, on s'est dit il y a quelques années qu'il y avait quand même un enjeu, que c'était important pour continuer à financer les projets plus modestes et plus répartis sur le territoire, d'où cette réflexion de mettre en place des contrats par lesquels l'ADEME allait déléguer à des opérateurs territoriaux des crédits, des règles de fonctionnement, des outils pour permettre à ces opérateurs, et comme l'évoquait Sébastien, parmi ceux-ci, il y a des métropoles, il y a des intercos, et il y a aussi de plus en plus des syndicats départementaux des énergies, pour permettre à ces interlocuteurs donc, de déployer ces crédits, sachant que bon, l'ADEME, non seulement on lui avait demandé de se concentrer sur les gros projets, mais aussi l'ADEME, c'est dans une région comme Aura, 5 ou 6 instructeurs pour un nombre significatif de départements et de porteurs de projets. À l'évidence, l'ADEME n'était pas taillée pour instruire la multiplicité de petits projets que nous avons tous envie de porter maintenant. Voilà, d'où cette idée de proposer une délégation de crédit à des acteurs territoriaux, et d'où
De l'autre côté, ben, depuis les derniers renouvellements municipaux, la volonté affirmée de l'exécutif nouvellement entrant du territoire d'énergie 63, Florence Lermet, vice-présidente, est aujourd'hui parmi nous. Je crois que c'est la seule que j'ai vue, et s'il y en a d'autres, qui me le pardonneront. Mais vraiment, il y a une volonté de l'exécutif du territoire d'énergie qui est de faire muter notre syndicat pour être plus près des préoccupations des collectivités en matière de transition énergétique, c'est-à-dire au-delà des métiers historiques importants de gestion du réseau, de l'éclairage public, et puis progressivement de la prise en charge des infrastructures de charge véhicules électriques. Il y a vraiment un enjeu à accompagner. On y a réfléchi de notre côté, on a rencontré nos voisins, on a interrogé les territoires, et toutes les communes par mi-2021 ont été interrogées à la fois par questionnaire et lors des, euh, des réunions de secteur que l'on mène. Et à travers ces échanges avec vous, ce qui est ressorti clairement, c'était un souhait, une demande des territoires de pouvoir être accompagnés de point de vue technique sur la chaleur et les énergies renouvelables électriques, notamment le photovoltaïque. On y travaille, mais on en parlera une autre fois. Et de pouvoir être accompagné dans des logiques qui pouvaient être des logiques, bon, un peu de conseil technique, sauf que concrètement, tout le monde savait que le conseil technique, il est déjà de premier niveau, de très bon premier niveau assuré par la DUM, mais qu'une fois que la DUM a, avec vous, analysé les consommations, les potentiels, dégagé des perspectives de travaux, à un moment donné, pour mettre en œuvre ces travaux, ben, les collectivités pouvaient avoir besoin d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, d'une maîtrise d'ouvrage pour le compte éventuellement de réalisation portée en propre par le syndicat. Donc le syndicat a travaillé à la fois statutairement à comment se mettre en mesure, être en mesure d'accompagner et de mettre en œuvre ces choses que vous attendez de nous. Donc, d'où le changement de statut qui est effectif et, depuis ce début d'année 2023, avec la prise de compétences chaleur renouvelable et énergie renouvelable, réseau de chaleur, chaleur renouvelable, énergie renouvelable globalement, des recrutements. Quentin, directeur qui est ici présent, qui nous a rejoint il y a un an, Clara, que je vois en haut à droite, qui est là depuis une paire de mois, qui est ici spécifiquement pour bosser sur le contrat chaleur renouvelable, parce que parallèlement à cette prise de compétences, l'ADEME, le syndicat discutait avec l'ADEME pour obtenir une délégation de crédit, et la réflexion a été la suivante. Il y a déjà la métro et RLV qui l'ont fait. Donc nous, on se propose de faire le reste du territoire. Deux, il y a un acteur, la DUM, qui travaille déjà d'ailleurs avec la métro sur la mise en œuvre de ce contrat chaleur renouvelable. Ben, on va s'organiser avec la DUM pour vraiment pouvoir articuler au mieux les compétences des uns et des autres et répondre au mieux aux besoins. Trois, ben, nous voilà aujourd'hui. Le contrat de chaleur renouvelable, il n'est pas formellement signé, il va l'être dans les prochaines semaines, mais d'ores et déjà, il est acté avec l'ADEME qu'on peut prendre en compte toutes les demandes et tous les projets qui arrivent à partir du mois de février 2023. Donc, on est là aujourd'hui pour voir, discuter avec vous, comment on fait, qu'est-ce qui se passe déjà, et voir qu'est-ce qui pourra être fait pour que ça se passe encore mieux. Au suivant. Merci. Simplement avant de céder la parole à Clara, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On aura un espace d'échange tout à l'heure après les interventions, mais n'hésitez pas à poser des questions et je me ferai fort de les porter à la connaissance des intervenants qui ne voient pas forcément le chat. Voilà. Bon, n'hésitez pas à les écrire. Merci. Clara, à toi. Ouais, alors bonjour à tous. Merci Sébastien, merci Rémi pour vos interventions. Donc là, je vais vous présenter rapidement le dispositif, le CCR, donc TE63 Chaleur, qui est co-animé par le syndicat, donc Territoire d'énergie 63 et la DUM, qui nous permet depuis février 2023 de financer des installations de production de chaleur renouvelable sur le département. Et il court donc pendant 3 ans, donc jusque fin janvier 2026. Là, on vous a mis dans la slide l'objectif qu'on avait de production de chaleur qui s'élève à 15 800 MWh par an. Donc, c'est un objectif assez ambitieux. Et donc, comme l'a dit Sébastien en introduction, nous, on intervient sur tout le département, à l'exception donc, de la métropole clermontoise et de Rion-Limagne-Volcan. Et on interviendra également sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez à partir de janvier 2024. Donc c'est vrai que là, tout le département est couvert et c'est vraiment un plus pour toutes les collectivités.
Vous avez sur la slide le lien qui va vers notre site internet. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le contrat chaleur renouvelable sur ce lien. Donc, il vous sera envoyé, je pense, à l'issue du webinaire, si jamais. Donc, il y a tout un tas d'infos, notamment le formulaire de demande d'aide. C'est tout regroupé sous le site internet. Diapo suivante. Donc, comment ça se passe, l'instruction d'un projet dans le cadre du CCR? Donc, comme je l'ai dit avant, l'animation, elle est conjointe. Elle se fait avec le territoire d'énergie et la DUM. Il y a vraiment une instruction des dossiers qui se fait à deux. Donc, la partie technique, elle est réalisée par la DUM. Donc, eux, ils sont vraiment là pour vous accompagner dans la réalisation d'un état des lieux, on va dire, énergétique, en réalisant des analyses d'opportunités en amont des études de faisabilité. Ils sont là aussi pour vous aider à la rédaction d'un cahier des charges, donc conformément aux attendus de l'ADEME, mais surtout adapté pour le lancement des études de faisabilité et ou d'AMO. Après, ils font un suivi de ces études de faisabilité et d'émissions d'AMO, et ils aident aussi au suivi technique des installations. Donc ça, c'est pour la partie, le volet technique. Et en parallèle, sur le volet administratif et financier, donc c'est plutôt moi, côté territoire d'énergie, qui m'en occupe. Donc je vais assurer tout le pilotage et la coordination du dispositif et la gestion administrative du CCR. Donc comment ça va se passer? Nous, côté TE63, donc on réceptionne votre dossier de demande de subvention. Donc par mail, par courrier, comme ça vous arrange, j'ai envie de dire, on n'est pas très contraignant là-dessus. Le dossier, il est à compléter en ligne. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il se trouve sur le site internet directement. On vous renverra les liens à l'issue. Dessus, vous avez tout qui est regroupé dans le formulaire de demande d'aide, avec la liste des pièces nécessaires à l'instruction d'un dossier. Voilà. Donc, dès que moi, je reçois le courrier de demande de subvention, je vous renvoie à un accusé réception qui vous permet de lancer vos marchés de travaux. Alors, je vais insister rapidement sur ce point, mais parce qu'il me semble important. Avant de notifier vos marchés, c'est-à-dire avant de les signer, il faut que vous ayez reçu cet accusé réception pour respecter, on va dire, la règle d'incitativité. C'est juste pour ça, mais ça me paraît important de le souligner. Donc ensuite, parallèlement à ça, l'envoi de l'accusé réception, c'est très rapide et l'instruction du dossier se poursuit après. Hein. Donc d'un côté, moi, je vais vérifier que le dossier ne soit pas incomplet en termes de pièces. Donc le côté administratif, je vais vérifier sa complétude et l'aspect financier des projets. En parallèle, la DUM va s'occuper plutôt de l'aspect technique, on va dire. Et une fois que nos deux instructions sont terminées, une fois que le dossier est complètement instruit, il passera en commission d'attribution des aides. Donc là, pareil, à déterminer au cours de l'année, il y en aura 3 à 4 par an. Et réunira donc TE63, la DUM et l'ADEME. Et à l'issue de cette commission d'attribution des aides, il y aura une convention qui sera dictée entre le bénéficiaire de l'aide et Territoire d'énergie 63. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc là, on vous a fait un tableau sur les aides financières. Donc, qu'est-ce qu'on finance et comment? Donc, les aides, elles portent sur l'accompagnement et également la réalisation. Donc, les aides à l'accompagnement, elles ne sont pas indiquées dans le tableau. Je vais en parler un instant. Il s'agit des études qui sont subventionnées à hauteur de 70%. Donc, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on ne les a pas mises dans le tableau, mais voilà, sachez que les études sont donc les études de faisabilité et ou d'AMO, et même plus généralement toutes les études qui sont nécessaires à la prise de décision du projet ou non sont finançables. Donc ensuite, sur la partie investissement, on fonctionne comment? Ça va être un forfait par mégawattheure produit. Alors, petite parenthèse, on tient également compte de la typologie des porteurs, s'ils sont publics ou privés, et on va tenir également compte du caractère économique ou non économique de l'activité. Donc ça se fera au cas par cas des dossiers. Hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, on va s'assurer que les taux d'aide publique autorisés par les règles d'encadrement communautaire sont bien respectés. Mais alors, ce qui nous intéresse, c'est si je reprends énergie par énergie, mais de manière assez brève, sur la biomasse, on a un forfait par tranche dégressif
avec, donc là, comme vous le voyez dans le tableau, un forfait qui va être différent selon qu'on est collectivité ou selon qu'on est entreprise. Donc ce forfait, il marche un peu, bon, excusez-moi, l'analogie, elle est peut-être très mauvaise, mais un peu comme les impôts. C'est-à-dire que vous avez la première tranche, puis ensuite la deuxième, puis ensuite la troisième, et ainsi de suite. Pour le solaire thermique, ça va être un forfait au mégawattheure. Donc en fonction de la technologie utilisée, le forfait varie. De même sur la géothermie, où là, il y a différents forfaits en fonction de la technologie utilisée, qu'on soit sur nappe ou sur sonde. On sera à 500 € du mégawattheure ou 1000 € du mégawattheure. Et enfin, pour les réseaux de chaleur, là, le forfait sera calculé au mètre linéaire par tranchée. Bon, tu peux passer à la diapo suivante. Et donc là, on a fait sur cette diapo un tableau avec les aides financières qui sont cumulables avec avec le contrat chaleur renouvelable. Donc on est là avec la DUM pour vous aiguiller sur les aides qui sont mobilisables, notamment les aides du département. Alors il y a aussi les aides de l'État et plus difficilement mobilisables, mais qui sont là aussi, les aides régionales et européennes. Donc on sera là aussi pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez aller chercher en subvention. À noter que n'apparaissent pas dans le tableau les C2E parce que eux ne sont pas cumulables avec les CCR. Voilà. Moi, j'ai fini ma présentation, donc c'était assez rapide, assez bref. Je laisse la parole à Pierre qui va poursuivre. Oui, merci Clara, bonjour à tous. Donc Pierre Besson, chargé de mission à la DUM. Donc juste pour compléter les propos là, sur ce tableau d'aide financière globale, c'est une synthèse, donc on n'a pas pu tout mettre forcément. Donc on vous invite à vous rapprocher des services instructeurs de chaque financeur pour avoir des précisions sur les conditions d'éligibilité et les plafonds qui s'appliquent. À noter aussi qu'un certain nombre de ces aides sont conditionnées à l'atteinte d'un objectif de gain énergétique sur les bâtiments. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez prétendre à ces aides, il faut aussi envisager des travaux de rénovation thermique et d'amélioration de vos systèmes énergétiques. Ça ne porte pas uniquement sur des remplacements de chaudières, c'est bien des financements sur un projet global de rénovation énergétique de bâtiments. Donc voilà, il faut bien être vigilant pour voir les conditions d'éligibilité en fait, de chaque dispositif. Et enfin, une information, l'ADUM va organiser en septembre un webinaire spécifique sur les aides financières liées à la rénovation énergétique, dont vous recevrez une invitation pour ce webinaire si vous souhaitez avoir plus de détails sur chacun de ces financements. Donc, je vais poursuivre sur les critères d'éligibilité. Donc, sur la première diapo, ça concerne les généralités en termes de critères d'éligibilité. Alors, comme ça vous l'a été précisé précédemment, les CCR sont issus du fonds chaleur. Ce sont donc les critères du fonds chaleur qui s'appliquent, avec cependant quelques souplesses pour tenir compte de la taille des projets qui sont plus modestes que le fonds chaleur classique, donc avec un degré d'exigence qui est un peu moindre de l'ADEME sur certains aspects. Donc, il y a des critères qui s'appliquent sur les études de faisabilité. Donc, les deux principaux sont le respect des modèles de cahier des charges de l'ADEME et la qualification RGE des bureaux d'études. Voilà, il y a une qualification qui existe, on les verra tout à l'heure par type d'énergie. Donc voilà, il faut que le bureau d'études ait cette qualification-là pour que le maître d'ouvrage puisse prétendre à la subvention du CCR. Les taux de subvention, donc ça vous ont déjà été indiqués, donc c'est 70% pour les collectivités et pour les entreprises, ça peut varier entre 50 et 70% suivant la taille de l'entreprise. Ensuite, pour les investissements, donc il y a des critères généraux aussi liés à la performance énergétique des bâtiments, notamment pour les bâtiments qui sont concernés par le décret tertiaire, donc plus de 1000 m² ou des regroupements sur des unités foncières. Donc pour éviter en fait de surdimensionner des installations si le bâtiment doit faire l'objet prochainement d'une rénovation thermique importante. Il y a un critère aussi lié à la qualification RGE des maîtres d'œuvre et ou des entreprises. Alors, sachant que l'ADEME demande qu'il y ait un acteur RGE sur l'ensemble des projets. Donc, ça peut être le bureau d'études qui fait l'étude de faisabilité ou la maîtrise d'œuvre ou les entreprises qui réalisent les travaux. Donc, on n'est pas obligé d'avoir chaque acteur qualifié RGE, mais il faut qu'il y en ait au moins un. Il faut aussi qu'il y ait des critères qui s'appliquent sur l'optimisation des installations. Donc, ça, on le verra
par la suite sur chaque énergie. Et dernier point concernant l'instrumentation et le suivi des performances, qui est important, puisque en fait une partie de l'aide à l'investissement, 20% précisément, sera versée au bout d'un an. Suivant l'atteinte de l'objectif qui avait été prévu initialement en nombre de mégawattheures, puisque comme c'est un forfait au mégawattheure, donc l'ADEME va recaler en fait le solde de la subvention en fonction de l'objectif atteint au bout d'un an de fonctionnement. Et on applique bien sûr les forfaits qui vous ont été présentés, donc en euros par mégawattheure ou en euros par mètre de tranchée pour les réseaux de chaleur. Donc maintenant, on va décliner un peu par type d'énergie. Donc pour commencer, le solaire thermique. Donc déjà, voir quel domaine d'application concerné par le solaire thermique. Donc c'est essentiellement adapté à des bâtiments qui ont des besoins conséquents d'eau chaude et toute l'année, y compris en période estivale. Donc ça peut être des logements, des établissements de santé, des équipements touristiques, type hôtel, camping, piscine. Voilà, le critère principal, c'est vraiment la consommation annuelle pour lequel il faut être vigilant. Donc typiquement, une école qui sera fermée en été pour congé n'est pas adaptée à ce type de solution, puisqu'on risque d'avoir des surchauffes estivales si on installe des panneaux solaires. Il faut aussi tenir compte, bien sûr, de la place sur la toiture, enfin d'avoir une toiture exposée sud pour implanter des capteurs sans masque significatif pour éviter les ombres portées. Donc ça, c'est des points qui seront à voir en amont des projets. Ensuite, en termes de critères d'éligibilité, donc il y en a plusieurs suivant la taille des installations. Donc, si on est inférieur à 50 mètres carrés, on n'a pas d'obligation de réaliser une étude de faisabilité. Par contre, il faut que l'installateur soit qualifié RGE, donc c'est les qualifications Calibat, Calisol classiques. Par contre, à partir de 50 mètres carrés, l'ADEME impose la réalisation de l'étude de faisabilité donc par un bureau d'études qualifié RGE solaire thermique. Il y a des critères donc, de performance, donc en termes de productivité par mètre carré, donc en kilowattheure, c'est les 400 kWh par mètre carré par an, et de taux d'économie d'énergie minimum, donc avec un seuil fixé à 30%. Et enfin, un critère aussi de respecter ce qu'on appelle une schémathèque SOCOL. Donc, en fait, SOCOL est un organisme interprofessionnel du solaire thermique qui édite des règles de bonne pratique et qui a notamment aussi qui propose des schémas types standards auxquels se réfère l'ADEME pour éviter en fait, qu'il y ait trop de complexité au niveau des installations hydrauliques et pour garantir aussi le bon fonctionnement des installations. Et sur les deux dernières lignes, vous verrez les qualifications qui concernent à la fois les bureaux d'études et les entreprises par rapport à cette énergie-là. Deuxième énergie, le bois énergie. Donc, sous l'appellation bois énergie, en fait, ça regroupe à la fois les combustibles bois plaquettes ou granulés, mais par contre, ça ne concerne pas le bois bûche, bien entendu. Donc cette énergie est adaptée en fait à un panel assez large de bâtiments, que ce soit dans le commerce ou industriel, avec une contrainte qui est à ne pas négliger. Ça concerne en fait la disponibilité d'un local pour le stockage du combustible et aussi de vérifier l'accessibilité pour les livraisons de combustible, puisque voilà, il y a quand même quelques contraintes par rapport au combustible bois en termes de livraison. Donc, il faut vérifier ces points-là en amont pour voir la faisabilité du projet. Les critères d'éligibilité, donc on retrouve les critères de qualification RGE des bureaux d'études, donc que ce soit en études de faisabilité, AMO ou d'installateur, la conformité des chaudières de bois par rapport à la réglementation européenne, un rendement minimum aussi de 85%, respecter les normes d'émissions de poussière et de NOx. Un critère concernant le nombre d'heures de fonctionnement à puissance nominale. Donc ça, en fait, c'est un peu un garde-fou pour éviter le surdimensionnement des installations. Donc voilà, l'ADEME considère qu'une chaudière doit fonctionner à minima 1200 heures à sa puissance nominale pour fonctionner dans de bonnes conditions. Donc pour éviter d'avoir des conditions dégradées, de sous-charge, notamment des chaudières bois. Et enfin, aussi un critère sur la qualité du combustible. Donc, il est demandé d'avoir soit un contrat d'approvisionnement ou à minima un engagement d'un fournisseur de pouvoir livrer les chaufferies bois et un taux minimum de bois certifié, donc que ce soit PEFC ou FSC ou équivalent. Et enfin, vous retrouvez également les qualifications RVE donc pour les différents acteurs de cette filière-là.
Troisième énergie, donc la géothermie avec pompe à chaleur. Donc c'est bien la géothermie dite de surface, hein, donc sur nappe ou sur sonde. Donc surface, ça peut aller jusqu'à 200 mètres hein, pour les forages, pour les sondes géothermiques. Donc, à quel type de bâtiment c'est adapté, ce type de solution? Donc, le critère principal, en fait, c'est le régime de température, puisque si on veut avoir une bonne performance des pompes à chaleur, il faut être en basse température, voire en très basse température. On peut fonctionner sur des régimes haute température, mais à ce moment-là, on va dégrader fortement la performance des pompes à chaleur, et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, il faut être vigilant à cet aspect-là. Donc, c'est plus adapté en fait à des bâtiments neufs ou dans le cadre de rénovation très performante, où on peut avoir ce régime de température relativement bas. Un intérêt des packs géothermie, c'est que c'est un fonctionnement réversible, donc on peut faire du chaud en hiver et du rafraîchissement en été. Donc ça peut être intéressant pour des bâtiments qui ont des besoins de fraîcheur, je dirais, de type petite enfance ou établissement de santé, maison de retraite et autres. Par contre, il faut une étude préalable pour évaluer la ressource géothermique, hein, que ce soit sur nappe ou sur sonde. Donc, à minima, c'est une étude du potentiel géothermique, une étude bibliographique suivant les données BRGM, mais il peut être demandé en complément soit un essai de pompage si c'est sur nappe, soit un forage test de réponse thermique si c'est sur sonde, pour valider le potentiel de la ressource géothermique du site hein, où on veut faire le projet. On retrouve les critères de qualification RGE, donc pour les bureaux d'études, que ce soit le bureau d'études qui fait l'étude de ressources ou le bureau d'études qui fait le dimensionnement de l'installation hydraulique. Une qualification RGE qui existe également pour l'entreprise qui va faire le forage, donc c'est le RGE Qualiforage. Des critères de performance minimum ce qu'on appelle les COP, hein, les coefficients de performance des pompes à chaleur, donc voilà, qui est indifférent en fait suivant la technologie, donc entre 4 et 4,5, que ce soit entre les sondes et la nappe, et avec un coefficient global de minimum de 3 pour l'ensemble de l'installation. Et on retrouve aussi le fameux critère de nombre d'heures de fonctionnement à puissance nominale qui, pour la PAC, est fixé à 1000 heures par an. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est pour éviter le surdimensionnement d'installation et garantir, je dirais, un fonctionnement à charge nominale des pompes à chaleur. Et enfin, vous retrouvez aussi les qualifications RGE des bureaux d'études, que ce soit sur la ressource ou sur la conception. Et dernière slide concernant les réseaux de chaleur. Alors, on distingue les réseaux de chaleur et les réseaux techniques. Ce qu'on appelle réseau technique, en fait, c'est des réseaux qui ne concernent les bâtiments d'un seul maître d'ouvrage. Donc, typiquement, pour une collectivité, ça peut être voilà, un réseau qui va chauffer une mairie, une école et une salle des fêtes, qui appartient au même maître d'ouvrage. Donc là, on est bien dans le cadre d'un réseau technique. Et par contre, le réseau de chaleur, c'est au sens juridique du terme, c'est quand il y a vente de chaleur à un tiers. Donc, il faut à minima 2 maîtres d'ouvrage différents ou plus hein, pour être concerné par cette catégorie de réseau de chaleur juridique. Que ce soit réseau de chaleur technique ou juridique, hein, je dirais, les deux peuvent bénéficier des aides du CCR, donc suivant les aides au mètre linéaire qui vous ont été présentées. Par contre, après, il y a des distinctions, hein, notamment en termes de fiscalité, puisque un réseau de chaleur juridique va pouvoir bénéficier d'une TVA à taux réduit à 5,5 sur la vente de chaleur, donc ce qui est un avantage qui peut être intéressant. Autre atout pour les réseaux de chaleur juridiques, c'est que vous pourrez transférer votre compétence réseau de chaleur à TE63 lorsqu'il aura cette compétence-là, bien sûr. Donc voilà, ça peut être aussi un levier pour favoriser l'émergence de ce type de projet. En termes de critères d'éligibilité, donc il y a des critères d'études préalables à la création ou à l'extension de réseaux de chaleur hein, qui sont demandés par l'ADEME. Un critère aussi de taux d'ENR minimum, puisqu'on peut avoir plusieurs énergies hein, sur un réseau de chaleur, donc à la base une énergie renouvelable, mais aussi des énergies d'appoint et secours. Mais il faut à minima avoir 65% d'énergie renouvelable hein, sur ce type de projet. Et un critère de densité thermique aussi, avec un seuil qui est fixé à 1 MWh par mètre de réseau et par an, et un rendement de 85% du réseau. Alors c'est un critère qui est des fois
pas facile à atteindre, je dirais, notamment en milieu rural pour des petits réseaux de chaleur, avec si on a un peu de distance entre les bâtiments qui sont pas forcément des gros consommateurs, on a des fois un peu de mal à atteindre ce seuil de 1 MWh. Donc d'où l'intérêt de densifier au maximum les réseaux de chaleur et de chercher d'autres consommateurs peut-être que des bâtiments collectifs. Voilà, moi j'en ai terminé. La dernière slide, ça concerne, c'est les contacts, hein, donc à TE63, Clara Millet, et à l'ADUM, nous sommes deux, voilà, depuis quelques jours. Donc il y a ma collègue Gaëlle Lenné qui a été recrutée également pour m'assister sur cette filière chaleur renouvelable. Donc voilà, nous sommes deux à l'ADUM pour pouvoir vous assister sur vos projets de chaleur renouvelable. Merci de votre attention et je redonne la parole à Sébastien. Oui, merci. Simplement un point par rapport à ce que tu évoquais. Donc, trois techniciens là qui sont à votre disposition pour vous accompagner aussi bien sur l'aspect technique que sur l'aspect administratif et financier. Surtout un conseil des associés dès le départ de votre réflexion pour des équipements neufs ou à rénover. Pour la simple et bonne raison, c'est que plus on intervient tôt, mieux c'est pour les projets, prendre en considération notamment un certain nombre de critères que Pierre a évoqués. Alors, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vais les faire de manière, enfin, de la première aux suivantes. Et c'est peut-être une première question pour Rémi ou Clara du côté de TE63. Question de Marina Vialat, d'Ambert, Livrado Forez. Bonjour Marina. Sur le champ d'intervention de TE63, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai vu ta main levée, Quentin aussi. Sur l'éligibilité du territoire d'ALF. ALF avait un contrat d'objectif territorial un peu spécifique qui arrivait de mémoire à terme au mois de mai 2023. Est-ce que à partir de juin 2023, le territoire et les acteurs de ce territoire-là sont éligibles à ce dispositif porté par TE63? Oui, je vais répondre, Sébastien. Je me suis complètement plantée dans la présentation. C'est bien à partir de juin 2023 hein, qu'on a pris le relais directement à la fin du code qu'il y avait là-bas avant. C'est moi. Bon, C'est de ma faute. voilà nos amis d'Ambert Livre la Forez rassurés. Quentin, comme tu as levé la main, si tu veux intervenir, et puis je prendrai les questions suivantes. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce qu'avait dit Pierre sur les réseaux de chaleur et la prise de compétence de TE63. Donc aujourd'hui, la prise de compétence, elle est effective. Les statuts sont entérinés, donc on peut dès à maintenant travailler sur le transfert de compétences. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous le cas échéant. Ok, merci pour cette précision qui est importante, si ce n'est essentielle, parce que vous l'aurez bien compris, hein, le transfert de compétences d'une commune vers TE63 permet à TE63 de prendre la main, investir, entretenir, exploiter les réseaux de chaleur en lieu et place des collectivités. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux depuis pas mal de temps. Merci pour cette précision, Quentin, qui est directeur général des services à TE63. J'avais une question aussi de la Chambre des métiers d'artisanat, Isabelle Gardel, qui est ici. Oui, bonjour. Bonjour. Ah bah, posez votre question parce qu'en plus, j'allais vous interpeller sur la nature des autres dispositifs d'aide financière. Oui, ma question était de savoir si une entreprise donc sollicite ce dispositif et que par ailleurs elle peut prétendre à une autre aide publique sur le même investissement. Est-ce que les aides sont cumulables? Je pense par exemple au dispositif du Conseil régional et des communautés de communes en matière de développement économique pour les entreprises qui ont des points de vente. Je pense au dispositif coup de pouce sur la métropole. Là, c'est pas votre secteur ce soir. Mais voilà, ma question était de savoir si on sollicite ce dispositif, est-ce que l'entreprise, elle peut solliciter d'autres dispositifs d'aide? Alors, ça, c'est une question pour Clara.
Oui, mais je vais répondre. Bah, par principe, le CCR, il est cumulable avec toutes les autres aides publiques, donc dans le respect des règles de cumul. Nous, les deux seules aides qui sont pas cumulables, c'est les C2E, comme je l'ai dit, et les aides MaPrimeRénov' pour les particuliers. Donc, normalement, avec les autres dispositifs, ça fonctionne. Donc, après, il n'y a plus qu'à s'ajuster en fonction. Parfait. Alors peut-être Merci. aussi dans la limite des 80% de subventions publiques, Bien me sûr. semble-t-il. Bien Attention sûr. aux aides d'État et à la règle des On n'en est minimis. pas là. Euh, on en est loin. Autre question plus technique, peut-être pour toi, Pierre, de la part de Hélène. La géothermie est-elle adaptée à tous les sous-sols, y compris les sous-sols rocheux? Oui. Voilà, Oui, merci enfin, Pierre. la géothermie sur sonde est adaptée à beaucoup de sols différents. Par contre, c'est plus la géothermie sur nappe qui est limitée, puisqu'il faut s'assurer d'avoir une nappe et qu'elle ait un débit suffisant également. Mais enfin, quel que soit le projet, donc c'est pour ça qu'il est demandé une étude de ressources géothermiques. Hein. Il existe des banques de données du BRGM qui permettent déjà de voir, suivant la zone où on se situe, quelle est la nature du sol et de valider effectivement l'adaptation du site à ce type de solution technique. Mais dans beaucoup de cas de figure, je dirais, la géothermie sur sonde est adaptée. Après, il faut bien sûr du foncier pour implanter les sondes. Voilà, il y a quelques contraintes quand même à vérifier aussi sur ce type de solution. Alors, question de Lucie Leroy-Schmitt. Rémi a répondu oui. Bonjour, la récupération de chaleur fatale d'un process peut-elle être éligible aux aides comme la géothermie? La réponse est oui. Alors, la chaleur fatale n'est plus éligible au CCR. Hein. Elle peut bénéficier d'aide de l'ADEME, mais ça sera une instruction de l'ADEME en direct. Quoi. Ça sera plus via les CCR. D'accord. Bon, donc voilà. Autre question d'Hélène. Les simples pompes à chaleur RR ou RO ne sont pas prises en compte. Non, c'est vrai, c'est pas, voilà, c'est pas. L'ADEME considère que ce pas des solutions qui nécessitent des aides particulières pour se développer. Hein, donc, c'est pour ça, je pense qu'elles ne sont pas prises en compte. Donc, on Je est sais pas vraiment sur de la. peut-être que si Rémi peut peut-être apporter un complément là-dessus. Non, 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 c'est exactement ce que tu viens de dire. Et mes excuses pour ma réponse rapide à Lucie tout à l'heure, c'est pour dire, bah oui, la chaleur de récupération est aidée par le fonds chaleur, mais effectivement, dans la mesure où c'est souvent des cas assez spécifiques, pour le coup, c'est l'ADEME qui instruit directement. Mais c'est parfaitement envisageable. Alors, Florence Lermé, tu as levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question plus à Clara sur le financement. Tu nous as dit que les tranches, ça ressemblait aux tranches des impôts. Donc, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Quand on arrive en bout de tranche, le delta passe sur un financement différent, ou est-ce que c'est juste on prend la puissance d'installation et du coup, on se situe sur un montant éligible? Non, c'est comme vous l'avez dit au début, c'est le delta qui passe sur la tranche supérieure. On Ok, n'est pas, donc, on par prend exemple, pas pour la 800, puissance. On au-dessous de prend les 600. premiers 600 et les 200 sur la tranche d'après. Ok, je te remercie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez. Monsieur Tourlonias, Vincent, te voilà. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc juste une petite précision. Donc, d'après ce que j'ai compris, des industriels ou en tout cas des privés peuvent prétendre au CCR là. Est-ce qu'on va demander à ces entreprises privées de cotiser à la DUM ou au territoire à TE63? Comment ça marche? Non, il n'est pas question qu'elle cotise, non, non. D'accord. Le principe, c'est l'intervention et de TE63 et de la DUM est financée par l'ADEME dans le cadre du dispositif de contrat à chaleur renouvelable. Donc, on est vraiment sur une logique de service public, d'appui aux porteurs de projets à l'échelle du territoire, qu'ils soient acteurs publics, collectivités locales, PCI, ou privés. Donc, non, il n'y a pas de rétribution de la part de TE63 ou de la DUM, puisque c'est pris en charge dans le cadre du dispositif. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clara,
je ne sais pas si ça a été évoqué, j'ai été interrompu tout à l'heure sur le versement de l'aide. Est-ce qu'elle est versée en une fois ou en plusieurs fois? Je ne Non, sais elle pas est si on l'a versée en évoqué. plusieurs fois. Il y a un premier versement qui intervient donc après la passage en commission d'attribution des aides, puis après le solde à la fin de l'opération. Et il peut y avoir éventuellement un versement intermédiaire aussi si besoin. Ok. Donc, il y a vraiment cette logique de s'assurer que le fonctionnement des systèmes est garanti. Comme dirait quelqu'un que je connais bien, il est plus facile de se rappeler des trains qui sont en retard que des trains qui sont à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait la garantie de systèmes qui fonctionnent bien et qui créent des références dans les territoires, plutôt des contre-références. Elle est de toi, celle-ci, Rémi, non? Oui, enfin, ça dépend du pourcentage de trains qui arrivent à l'heure et du pourcentage de trains qui arrivent en retard, mais passons. Alors, Hélène, qui a beaucoup de questions, les logements communaux, domaine privé de la commune qui donnent lieu au versement d'un loyer, peuvent-ils bénéficier des aides? J'ai la réponse, mais je vais laisser Clara répondre. Alors oui, parce que nous sont exclus uniquement les particuliers. Après, comme ça donne lieu à un loyer, les taux d'aide seront pas vont varier, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur du 80% d'aide publique sur un dossier comme ça, mais oui, ils sont parfaitement éligibles. Ok. Marc Ménager, vous avez levé la main, me semble-t-il. Oui, oui. Donc j'avais une petite question. Donc pour un projet de réseau de chaleur, est-ce que le critère d'éligibilité de la densité thermique de 1 est rédhibitoire pour les aides? Est-ce que si on n'arrive pas à ce critère de 1 par rapport à la densité thermique, on n'aura aucune aide? Alors, si je peux apporter un élément de réponse, il y aura toujours l'aide liée à la production de chaleur renouvelable. Donc, si vous avez une Oui. chaudière bois ou une géothermie, vous aurez toujours l'aide liée au mégawattheure produit. Par contre, effectivement, l'ADEME, je pense qu'elle reste assez stricte sur ce critère de densité thermique, donc, sauf dérogation particulière, mais pour l'instant, ça ne s'est pas présenté, en tout cas, sur ce critère de densité thermique. Parce que si vous voulez, ce critère en fait pénalise les petits territoires. Nous, petites communes, avec une chaudière qu'on ne peut pas mettre proche des bâtiments, ou alors une chaudière. L'idée, c'était de récupérer la chaleur de l'entreprise EuroAPI juste à côté du centre-bourg. Et par contre, il y a du linéaire de tuyaux à installer avant d'arriver aux bâtiments communaux et au village, si vous voulez. Marc, maire Juste de Vertolaye. un mot, si je puis, mais c'est une excellente question, Marc. Alors là, pour le coup, de ma mémoire ADEME, hein, enfin la préoccupation de la densité d'un mégawattheure au mètre linéaire, elle est vraiment liée au fait d'essayer de ne pas se mettre dans des situations où on aurait des problèmes de rendement du réseau qui s'effondreraient. Parce que grosso modo, il y a eu plein de travaux qui ont été faits là-dessus et un réseau, c'est isolé, c'est efficace, c'est tout ce qu'on veut, mais son rendement peut baisser quand il y a trop peu de chaleur qui passe au mètre linéaire, pour faire court. Et ce seuil, à une époque, il était même d'ailleurs à 1,5, si je ne dis pas de bêtises, avait vraiment été fixé, vraiment comme le seuil en deçà duquel les gens qui s'occupaient des réseaux de chaleur à l'ADEME considéraient, et un certain nombre de chercheurs de BE qui avaient bossé sur le sujet, etc., considéraient que le rendement risquait vraiment de s'effondrer. Maintenant, sur un cas particulier, notamment de récup de chaleur, parce que si ça te parle de Vertolaye, j'ai bien une petite idée ça peut avoir un intérêt. Il me semble que, Pierre, je parle sous ton contrôle, qu'après, il peut y avoir une discussion directement avec l'ADEME pour voir jusqu'à quel point les choses... De mémoire, à un moment donné, il y avait éventuellement l'idée de pouvoir discuter si des mesures compensatoires étaient mises en place pour garantir vraiment une gestion des températures des retours, etc., etc. Bref, arriver à maintenir un certain rendement. Parce qu'à la base, l'idée, c'était, de mémoire, à moins de 1,5 à 1, on pouvait avoir quasiment 50% de pertes dans certaines situations. Et donc, c'est pas intéressant, quoi. D'accord. Et un partenariat public-privé, comme je l'évoquais, récupérer la chaleur fatale d'une chaudière là, chez un industriel, est-ce que lui aussi peut bénéficier d'aide
pour l'installation d'un système qui alimenterait un réseau de chaleur communal. Est-ce que ce partenariat public-privé peut être gagnant-gagnant, alors pour l'industriel et pour la collectivité qui monte ce réseau de chaleur? L'ADEME demandera une étude spécifique, récupération de chaleur fatale, qui sera portée par l'industriel. Et l'analyse économique qui sera menée, qui sera apportée par cette étude, permettra à l'ADEME de déterminer le niveau d'aide qui est nécessaire pour avoir un bilan économique intéressant sur ce projet. Donc ce sera vraiment du cas par cas. Mais dans tous les cas de figure, il y aura une étude à mener du côté de l'industriel pour étudier à la fois les aspects techniques, mais aussi économiques de la récupération de chaleur sur son site. Mais à la base, Marc, la réponse est oui. C'est imaginable. Je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas la possibilité, dans un certain nombre de cas, de mobiliser des C2E. Enfin, oui. Non, il y a, la réponse est oui. Il y a plein de... Enfin, on espère qu'il y en aura encore plus, mais il y a déjà plein de projets qui se sont montés comme ça avec de la récupération de chaleur chez des entreprises. Ok, merci. Je le répète, Pierre et Gaël peuvent réaliser des analyses d'opportunités qui, en amont, vous permettra d'y voir un peu plus clair sur la nécessité ou pas de lancer une étude de faisabilité. Tout ceci est couvert financièrement dans le cadre du contrat chaleur renouvelable. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut en abuser, mais c'est déjà un premier élément qui vous permet d'y voir plus clair sur la faisabilité. Et peut-être sur une question notamment que Hélène, décidément, vous avez beaucoup de questions, Donia, sur la densité thermique. Précisément, Pierre, la densité thermique qu'ESACO. Alors, c'est le nombre de mégawattheures consommés par les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur, donc ramené au mètre linéaire de réseau de chaleur. Donc c'est juste ce ratio-là qui est pris en compte, donc qui permet de déterminer l'éligibilité ou pas du projet aux aides. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous. Plus les bâtiments sont concentrés sur un périmètre réduit, plus la densité est élevée, plus il y a de justification à faire un réseau de chaleur. Si vous avez un territoire hyper diffus avec majoritairement des équipements importants, une maison de retraite, des logements sociaux, une mairie, une école ou je ne sais quoi, avec une densité très lâche, avec un écartement qui est trop important, quand on est sur un coût de réseau qui est aux environs de 450, entre 450 et 1000 euros du mètre linéaire, la rentabilité économique du réseau est plus difficile à démontrer. Vincent Tourlonias, tu as levé la main ou peut-être n'avais-tu pas baissé ta main lorsque tu étais intervenu la première fois, ou as-tu une autre question? J'ai peut-être oublié de la baisser. Non, moi c'est bon, j'ai terminé. D'accord. Bon, je vois entre-temps, Hélène, qu'on a bien répondu à votre question, donc c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Hop, merci. Pas d'autres questions? Bon, alors, de toute façon, avant de te céder la parole, Rémi, peut-être pour les propos conclusifs de ce webinaire-là, vous avez une session de rattrapage le 19 juin prochain. Elle sera pilotée par la métropole. On avait eu Rion le 13, on a TE63 ce jour le 15. Le 19, on aura la métropole qui est le 3e pilote d'un contrat chaleur renouvelable sur le territoire. Tout à l'heure, Pierre a évoqué le principe d'un 6e webinaire CDTE, beaucoup de cycles décidément, qui est le comité départemental de transition énergétique sur le financement de la rénovation énergétique des équipements publics. Il aura lieu le 13 septembre à 11 h, co-organisé par la préfecture du département du Puy-de-Dôme, la région et le département du Puy-de-Dôme. Je renouvelle le fait de solliciter d'associer Pierre, Gaël et Clara le plus en amont possible de vos projets, le cas échéant pour réaliser une première analyse d'opportunité. Et pour clore, et je vois que Marc Minager a relevé la main, cette présentation enregistrée vous sera envoyée
et le lien pour la réécouter en replay cette présentation sera mise sur le site de TE63 et de l'ADUM. Marc, dernière petite question. Juste dernière question. Voilà, moi j'ai sur un parcours potentiel d'un réseau de chaleur, j'ai des logements de l'office qui sont assez anciens, chauffés à l'électricité, hein, radiateur, convecteur électrique. Voilà, et en fait, leur politique, en fait, c'est comme il y a trop d'investissements pour modifier leur installation de chauffage, voilà, ils ne veulent pas partir sur un réseau de chaleur communal. Est-ce qu'on a des mesures incitatives pour les convaincre? Je suppose qu'ils sont bien aidés quand même pour changer, modifier leur système de chauffage. Non, là. Alors, je suis pas sûr que là encore, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des choses à gratter du côté des certificats d'économie d'énergie, mais Ouais. assez clairement, à un moment donné, il y a des limites à voilà. Là, pour le coup, nous on joue avec l'argent de l'ADEME, et l'argent de l'ADEME, il a vraiment été mis en place pour assurer le développement des réseaux et des sources renouvelables qui permettent de les alimenter. Et en gros, on considère que le réseau, il s'arrête à la sous-station, quoi. Et que la sous-station étant, vous avez compris, il y a un réseau de chaleur et il y a des échangeurs de chaleur qui vont se mettre à la place ou à côté des chaudières qui avant alimentaient le bâtiment, l'ensemble du bâtiment. Donc, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des travaux à faire, puisqu'il faut mettre en place un système à eau chaude, un système de distribution d'eau à l'intérieur du bâtiment, c'est conséquent. Après, c'est qui les offices de logement social en question? L'office. Ils préfèrent continuer à payer l'électricité plein but? Oui. Oui. Bon. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être un complément d'information. Je vois que Nadia, si tu veux intervenir, Nadia, sens-toi libre, sur le cas des DPE, puisque la loi climat et résilience, me semble-t-il. Nadia? Oui, juste simplement rappeler qu'il y a une nouvelle forme de DPE et qu'on sait que les vieux bâtiments chauffés à l'électrique sont rarement bien positionnés en DPE. Peut-être tout simplement la nécessité d'engager des travaux, voire des audits énergétiques dans le cadre de bâtiments qui seraient classés G et peut-être F à plus long terme. Et puis, à titre d'information, la métropole, le département, dans le cadre du CTDD, Contrat territorial développement durable, avait conjointement mis en place depuis 2009 un système d'aide pour accompagner les bailleurs sociaux dans la rénovation énergétique de leurs équipements, voire potentiellement la conversion des systèmes de chauffage. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une application de l'intercommunalité sur ce sujet-là. Rémi, souhaites-tu, s'il n'y a pas d'autres questions? Écoutez, je crois que ça sera rapide, puisque, comme tu l'as déjà dit, d'abord, bon, évidemment, merci à vous tous de vous être mobilisés. Merci aux collègues, et notamment à Clara et à Pierre, qui ont préparé cette excellente présentation. Maintenant, écoutez, il n'y a plus qu'à faire plein de choses. Donc, le Centre des territoires d'énergie de l'ADUM est vraiment à votre disposition pour ça. Et donc, en fin de la présentation en question, ça vous rappellera les noms. Donc, Clara Millet au territoire d'énergie que vous avez vu, Pierre Besson, et bientôt Gaël Lenné à l'ADUM, qui sont les personnes à contacter dès que vous vous posez la moindre question, dès que vous avez la moindre réflexion sur ces sujets-là.